Bonjour, aujourd'hui on est reçu par un auteur dramatique roumain très connu. Il est arrivé en France en 87, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre, des nouvelles, des poèmes et on a la chance d'être reçu par Monsieur Mathieu Vichniac. Merci beaucoup pour nous recevoir ici dans ce théâtre Almada. C'est un honneur pour nous de pouvoir parler avec vous de votre œuvre, de votre vie. C'est très riche, c'est magnifique, autant politique et personnel. Au niveau de travail, j'étais vraiment, on peut dire, époustouflée. J'ai trouvé vraiment la richesse de vos pièces, de vos œuvres, de vos interviews, de vos interventions aussi. Magnifique. Et merci, vraiment merci. Et bon, j'aimerais commencer pour vous poser la question, où vous êtes né? Voilà, donc je viens d'un pays un peu méconnu, mal connu. Je viens de l'Europe de l'Est, je viens de Roumanie, je suis né tout au nord de la Roumanie. Disons qu'à l'époque où j'étais jeune élève, adolescent en Roumanie, pour moi l'Occident c'était un rêve. L'Europe était coupée en deux. Je suis né dans ce qu'on appelle l'ancien bloc communiste. Okay. Mais il faut dire que, d'une manière paradoxale, je me suis nourri avec la culture occidentale. Très vite, en Roumanie, quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que la littérature était mon espace de liberté et je me suis nourri de toute la littérature occidentale qui était traduite en langue roumaine. C'est comme ça que j'ai compris que ma vocation allait être l'écriture, la poésie, le théâtre, le roman. La littérature, c'était vraiment l'espace de résistance culturelle. Plus tard, je suis devenu à Bucarest, dans les années 80, un poète connu. J'ai réussi même à publier à cette époque-là, malgré la censure, mes poésies. Mais mon théâtre est très censuré. Donc je suis né dans ce pays-là qui aujourd'hui fait partie de l'Europe, qui est un pays normal. Mais j'ai vécu la moitié de ma vie dans un régime qu'on appelle communiste, totalitaire. J'ai connu ce qu'on appelle la dictature. Et la moitié de ma vie, j'ai vécu en France, où je suis arrivé en 87 comme réfugié politique. Donc je suis l'homme qui a vécu dans deux mondes. Et je suis toujours, j'ai une double identité. Je suis à la fois celui qui est né dans l'Europe de l'Est, qui a vécu à l'Ouest, qui vit entre deux pays, entre deux cultures, entre deux langues, et qui écrit dans deux langues, parce que j'écris mon théâtre depuis 30 ans en langue française, mais mes romans en langue roumaine. Donc voilà, je suis un créateur de pont entre l'Est et l'Ouest. Yeah, donc vous êtes né au nord de la Roumanie. Dans une région qui est très belle et très connue d'ailleurs, presque à la frontière avec l'Ukraine, ça s'appelle la Bucovine. C'est une région que vraiment je conseille tout le monde d'aller la voir, parce qu'on a là-bas les traces de la Renaissance sous la forme des fresques extérieures sur les monastères. C'est une région unique au monde et en Europe parce qu'il y a des fresques extérieures et intérieures et qui rappellent la Renaissance italienne, la fresque du 15e et du 16e. Donc c'est une région connue pour ses monuments et aussi c'est une région où il y a encore une civilisation paysanne, vallonnée, où il y a un peu de tourisme, encore préservée par la mondialisation. Et cette région, la Bucovine, elle m'a donné des racines fortes. Chaque année, je retourne 2-3 fois par an dans cette région-là. Encore une fois, c'est à la frontière presque avec l'Ukraine, mais pour moi, c'est le centre du monde. Ah, c'est joli ça. Ok, donc c'est là où commence cette gestation de cet auteur, de cet homme qu'on a aujourd'hui avec nous. C'est là où ça commence. Ces histoires, ces idées, à lire Kafka, Dostoïevski, à lire tous ces auteurs qui ont nourri ce qui allait être après, c'est le bonheur pour nous tous. Donc, c'est là où vous avez fait vos études de collège, lycée, tout c'est dans le même endroit. Oui, dans cette ville qui s'appelle Radauts, non, voilà, peut-être difficile à prononcer. Une ville de 25 000 habitants où j'ai découvert la littérature dans la bibliothèque de la ville, à l'école. Et c'est très intéressant parce que dans les années 60, 70, dans cette petite ville roumaine, j'ai pu avoir accès à la grande littérature. Et
je détestais ce qu'on appelait à cette époque le réalisme socialiste, c'est-à-dire la littérature commandée par le parti et par l'État pour éduquer, entre guillemets, les gens. Et j'aimais tout ce qui était décalé par rapport à la commande sociale. J'aimais la poésie fantastique, la poésie surréaliste, le roman latino-américain, j'aimais le théâtre de l'absurde, j'aimais la littérature onirique, la littérature expressionniste, c'est-à-dire que l'avant-garde, j'ai beaucoup été marqué par Ionesco et Beckett, j'ai été marqué par Kafka, comme vous dites, par Dostoïevski bien sûr, par justement les Français, parce qu'on traduisait beaucoup de Français, par Camus, par Sartre, par le nouveau roman français. Malgré la dictature, je répète, on traduisait beaucoup. Nous les jeunes, parfois, on n'avait pas le droit d'écrire des choses contestataires ou d'une manière très courageuse, comme, je ne sais pas, la littérature de l'avant-garde. Mais on avait accès à l'avant-garde. J'ai très vite lu, par exemple, Tristan Tzara, qui était traduit en roumain, ou des livres sur l'avant-garde. Je dévorais les livres sur Paris, sur le surréalisme, sur l'expressionnisme, sur, je ne sais pas, la peinture cubiste. Je me suis nourri donc d'une sorte de littérature de contestation qui m'a formé. D'une certaine manière, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 30 ans, en 87, j'avais l'impression que j'arrivais dans une patrie mentale que je reconnaissais grâce à mes lectures. C'est cette époque-là qui m'a formé. D'un côté, je savais que la littérature nous aidait à résister contre le lavage de cerveau, contre l'idéologie officielle. Mais à la fois, la littérature, c'était, comme je dis, un espace intime de liberté. Et beaucoup de jeunes à cette époque-là écrivaient de la poésie. Je pense que sur 4 ou 5 jeunes, 2 écrivaient de la poésie à cette époque-là. Parce que la poésie, c'était une manière de résister, de créer un langage secret. Voilà, ma jeunesse est vraiment formée par l'amour pour la littérature et aussi par l'amour pour le cinéma, parce qu'il y avait le film français qui arrivait et la musique. C'est étonnant comme à cette époque-là, malgré la dictature, malgré le rideau de fer, la culture occidentale était dévorée par tous les gens parce que c'était une manière de résister. Et surtout la littérature française qui était présente. Je me suis formé dans cette petite ville, mais je pense que je rêvais d'Europe. Pour moi, l'Europe, c'était le rêve, et plus tard, pour moi, ça a été comme un rêve de pouvoir vraiment arriver en France et m'installer dans un pays qui correspondait à mon âme, en effet, et à ma formation littéraire. Et on entend parler à M. Wisnik, et vous nous faites voyager dans ce monde. On voit clairement la différence de ce jeune homme qui rêvait d'une liberté qu'il avait à travers les livres et à travers l'écriture, à travers ses camarades qui écrivaient aussi. Et il commence à grandir, ce désir de partir. Et la famille, qu'est-ce qu'il Ma famille m'a toujours soutenu. Ma mère, mon père, ma sœur, dès qu'ils ont vu que j'écrivais, que c'était ma passion, ils ont eu une confiance totale en moi. Après, je suis parti faire des études à Bucarest, qui est une ville magnifique, où j'ai découvert encore la résistance culturelle par la poésie et la littérature. Je fais partie d'une génération qui s'appelle la génération 80, qui a commencé à être active en 1976-77. En 1980, j'ai commencé à publier mes premiers recueils de poésie. Et c'était une génération reconnue, respectée et admirée par sa poésie contestataire. C'était une poésie, bien sûr, à clé, avec la métaphore, avec l'allégorie, avec des subtilités, avec des allusions. On pouvait à cette époque-là faire la critique sociale, c'est-à-dire démolir le système totalitaire, même avec nos allusions, parler de la bêtise du pouvoir, de l'absurdité du système. Et le public aimait cette littérature, comme d'ailleurs le public aimait le théâtre, parce que le théâtre pouvait aussi, par la mise en scène, dénoncer. Je vous donne un exemple.
à l'époque où Nicolae Ceausescu, le président à l'époque, devenait de plus en plus fou, au Théâtre national de Bucarest, on jouait chaque semaine la pièce de Camus, Caligula. Et les gens faisaient la queue pour s'acheter les billets pour voir au Théâtre national de Bucarest l'allégorie d'une forme de folie, d'une forme de mégalomanie qui était Caligula, l'image de Ceausescu. Donc la réalité et la fiction, d'une certaine manière, c'était la réalité et le miroir. C'est dans cette logique-là que j'ai vécu à Bucarest, j'ai fait des études de philosophie et je me suis rendu compte que, en tant que poète, que jeune auteur, j'avais une responsabilité. Parce que les écrivains représentaient alors la force morale du pays et l'autorité morale. C'était l'artiste, les artistes qui avaient, à cette époque-là, qui incarnaient l'autorité morale. Et je suis fier de ces générations et des écrivains et des artistes de l'époque qui n'ont pas fait des concessions par rapport au pouvoir et qui ont pu préserver déjà la lucidité, l'honneur en effet de l'intellectuel roumain et dénoncer la dictature par la littérature et par leur art. Je vois beaucoup dans vos pièces, dans vos poèmes même aussi, dans vos nouvelles, romans, pardon, vous parlez beaucoup aussi de tout ce qui a fait mal à cette peuple, à cette personne, à cette communauté, à cette société, mais d'une façon grotesque, ironique. Des fois on rit, on pleure et on ne sait pas pourquoi on rit, on devrait pleurer. Des fois on pleure et on ne sait pas pourquoi je pleure, je devrais rire. Il y a beaucoup d'émotions. C'est comme avoir la touche magique de pouvoir montrer ce qu'on aimerait dire à l'autre, mais en même temps avec des émotions. On comprend mieux quand on a un impact. Comment pensez-vous qui a surgi cette... Parce que c'est à vous, ça c'est vraiment vous, ça c'est vraiment Vizniek qui a cette... Oui, en effet, j'ai vécu à l'école de la satire, du rire, de l'ironie, de la dérision. Parce que lire, c'était une forme de résistance aussi à cette époque-là. Dans les époques totalitaires et dans les pays totalitaires, je pense qu'on invente le plus grand nombre de blagues politiques. À cette époque-là, quand je vivais en Roumanie, très souvent, lorsqu'on se rencontrait dans la rue, deux amis, on disait bonjour, bonjour, salut, salut. Et la phrase suivante, c'est « Est-ce que tu sais la dernière blague politique ?» On se racontait des blagues politiques parce que c'était de l'oxygène. Ça faisait rire, mais ça faisait aussi résister, se moquer du pouvoir, du président, du régime. C'était vraiment une manière de respirer de l'oxygène. Et j'ai vécu donc dans cette logique de rire comme arme de destruction massive de la bêtise. On s'amusait beaucoup, on riait parfois pendant des nuits et des nuits, on faisait la fête, on lisait des poèmes, des formes courtes, on racontait des blagues, on improvisait, on riait. Le rire n'était pas suffisant pour démolir le pouvoir, mais c'était une manière de résistance. Dans ma littérature, bien sûr, que le rire a un rôle, comme d'ailleurs la poésie, parce que par la poésie, on peut envelopper le message et faire tromper la censure et aller vers l'essentiel. Aussi, dans ma littérature, il y a le côté grotesque, parce que l'Europe de l'Est a inventé vraiment un théâtre du grotesque. Grotowski ou d'autres, Roger, qui sont des artistes qui incarnent ce courant du théâtre, de la littérature du grotesque. Aussi la littérature onirique, le rêve, c'était important pour nous, pour s'évader. On évadait dans nos rêves. Donc voilà, cette littérature-là est d'une certaine manière spécifique. Et j'ai écrit dans ce registre-là. J'avais beaucoup écrit avant de quitter la Roumanie, peut-être une vingtaine de pièces, où jamais je n'abordais d'une manière réaliste un sujet, parce que j'avais peur justement du réalisme socialiste. C'est en France et plus tard que j'ai écrit mes premières pièces réalistes. En Roumanie, j'écrivais de toutes les manières possibles, sauf dans le registre réaliste. C'était ma manière de se positionner. Bien sûr, j'ai toujours compris une chose. Lorsqu'on est auteur, ça ne suffit pas de dénoncer. Ça ne suffit pas d'avoir une position morale. Il faut aussi écrire
une bonne littérature. Il faut, comme vous avez dit, que l'information, le message, soit porté par une émotion. Et ça, c'est le plus difficile, en effet. Lorsqu'on écrit une pièce, écrire une bonne pièce avec un message important, mais que ça soit une belle histoire, que ça soit une émotion qui arrive au cœur. Parce que dénoncer, parfois, c'est facile, parce que le mal est visible, on peut le dénoncer facilement. Mais écrire une histoire qui provoque une émotion, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et je me suis rendu compte, très jeune, qu'il fallait vraiment écrire aussi de la bonne littérature, des vrais poèmes, que ça soit fort, que ça puisse émouvoir. Et après, le message, oui, il passe avec l'émotion. J'ai toujours détesté la littérature didactique ou pédagogique. Ça ne m'intéressait pas. Oui, le message m'intéresse, démolir le pouvoir m'intéresse, des sujets comme la manipulation de l'individu par le pouvoir, ça m'intéresse. Le rapport entre la victime et le bourreau, vraiment les rôles interchangeables parfois entre la victime et le bourreau dans les systèmes totalitaires, ça m'intéressait beaucoup. Les formes de lavage du cerveau par l'idéologie, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais tout d'abord, je voulais parler de tout ça avec l'émotion, le rire, l'imagination, la drôlerie, si possible avec un côté poétique. Et la poésie a été toujours présente dans mes pièces et dans mes romans. C'est une dimension qui est essentielle pour moi. Si, c'est vrai. Donc, vous croyez que vous avez une influence de quelqu'un particulière ou vraiment ça vient de cette envie de liberté, de cette envie de sentir qu'il y avait un endroit où tout était différent, où tout allait changer? Ou c'était vraiment quelqu'un disant, en regardant, je ne sais pas, les gens de mon village, ou en marchant par là, et ça venait petit à petit toutes ces idées, ou c'était uniquement la liberté qu'avait Matei Vichniac de dire il y a autre chose, je ne peux pas rester ici à que me disent tu dois faire ça, tu dois penser comme ça, tu dois parler comme ça. Il y avait vraiment vous, et c'est né de vous, c'est ma question, de vous, ou c'est vraiment, ou vous savez où d'inspiration, ou de motivation, je ne sais pas. Je me rappelle quand je suis allé à Bucarest pour faire des études en 1976, je ne pensais pas du tout à quitter l'Arménie. J'étais heureux comme étudiant à Bucarest. On avait encore accès à la grande littérature, aux traductions, il y avait des films étrangers qui arrivaient, il y avait une circulation de l'information. Je ne pensais pas au départ. Mais peu à peu, le système est devenu vraiment le plus rigide de l'Europe de l'Est. La dictature de Ceausescu et du couple Ceausescu-Elena Ceausescu est devenue ubuesque, grotesque. C'est un système comme aujourd'hui au Corée du Nord. Le président commençait à préparer son fils pour lui succéder au pouvoir. On voyait en 85, 86, 87, j'étais sûr que le communisme allait durer à l'infini. C'est alors que j'ai décidé de partir parce que je ne pensais pas que la révolte était possible, qu'une révolution était possible, et personne n'avait prévu à cette époque-là la chute du communisme en 89. C'est comme un château de jeu de cartes. Oui, oui. Tous les systèmes se sont écroulés, d'abord en Hongrie, en Allemagne démocratique, en Bulgarie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, après en Roumanie, après l'Union soviétique. Ça a été un miracle. Mais pour moi, c'était trop tard de retourner. J'étais déjà en France avec un statut de réfugié politique et j'avais découvert autre chose. Une renaissance de ma personne par la langue française. J'ai voulu écrire en français parce que c'était une langue de circulation internationale et je sentais que ça m'ouvrait un horizon extraordinaire. Bien sûr, j'ai gardé le contact avec la Roumanie, j'ai écrit encore en roumain, j'ai fait des allers-retours, mais pour moi,
vivre en France, où j'ai travaillé, je travaille encore comme journaliste, ça a été une deuxième identité. La francophonie, la langue française et les contacts que j'ai eus en France, au Festival d'Avignon, à Paris, avec des metteurs en scène, avec des traducteurs, ça a été pour moi une ouverture énorme, extraordinaire. Même ici, par exemple, cette pièce, elle est traduite du français. Avec Francisco Rodrigo, je parle en français. Avec vous, je parle en français. La langue française m'a aidé à entrer, disons, dans l'espace de l'universalité. Et ça, c'est très important pour moi. Je reste donc un auteur roumain, d'expression roumaine et d'expression française, parce que j'ai la double nationalité, j'ai la nationalité française. Et je dis très souvent que la Roumanie m'a donné des racines, mais la France m'a donné des ailes. Et un artiste, je pense, a besoin de deux. Les racines, l'identité, mais aussi l'ouverture, les contacts, la circulation. Et je suis heureux que j'ai pu avoir, après 89, accès, disons, à la liberté totale entre les deux pays et entre les deux cultures. Tout autre chose. Et comment s'est fait votre partie des Roumanie vers la France? Je suis parti en 87, en septembre, quand j'étais déjà devenu un auteur interdit. Et à cette époque-là, le régime préférait plutôt pousser les artistes contestataires vers la sortie, vers l'exil, qu'avoir des problèmes avec eux, des procès, les emprisonner. Donc, d'une certaine manière, j'ai été heureux d'être poussé vers l'exil. J'avais demandé un passeport touristique parce que j'avais une bourse en France. On m'a offert une bourse, une fondation pour aller un mois à Paris. J'ai demandé un passeport touristique. Après des péripéties difficiles, j'ai eu ce passeport. Je n'arrivais pas à croire que j'avais le passeport. J'étais sûr que j'allais être arrêté à la frontière et retourné à Bucarest. Et je traversais la frontière en Hongrie parce que j'étais en train vers Vienne. Et je me suis dit, non, je rêve, ils vont m'arrêter. Je me suis dit, ils vont m'arrêter à la frontière hongroise pour que je ne puisse pas traverser en Autriche. Et j'ai traversé en Autriche et j'étais absolument ébloui. J'ai ressenti pour la première fois ce que la liberté veut dire, parce que c'était inimaginable à cette époque-là de pouvoir traverser les frontières et arriver en Occident. Et après, je me suis rendu compte à Paris, où j'ai rencontré d'autres artistes roumains qui avaient un passeport, que le pouvoir avait accepté une soixantaine, une soixante-dizaine d'artistes pour partir, parce qu'à cette époque-là, on voulait encore, la Roumanie, avoir les bénéfices commerciaux avec l'Amérique, avec les États-Unis. Et chaque fois que le Congrès américain offrait à la Roumanie des bénéfices commerciaux, le pouvoir laissait partir quelques dizaines d'artistes pour démontrer qu'il avait quand même une certaine liberté. Et moi, j'ai eu cette chance de partir avec ce groupe-là. Mais j'étais heureux de partir à cette époque-là. J'étais heureux. Ça a été pour moi le moment de cotiture dans ma vie, un virage extraordinaire. D'ailleurs, arrivé à Paris, j'ai demandé l'asile politique tout de suite. Je l'ai eu dans 6 semaines. Et j'ai eu pour la première fois un passeport avec lequel je pouvais voyager dans toute l'Europe. C'est là que je me suis rendu compte ce que ça veut dire la liberté, de pouvoir avoir un passeport et pouvoir partir où on veut, quand on veut. Ça, c'était inimaginable pour moi et ma génération. D'ailleurs, je pense que le communisme est tombé aussi à cause de sa grande bêtise, parce que le régime n'a pas laissé les gens voyager. Parce qu'en Occident, tout n'était pas rose, c'était pas un paradis. Mais nous,
à cette époque, dans les pays de l'Europe de l'Est, on s'imaginait que l'Occident, c'est vraiment, c'est Eldorado, que c'est, voilà, le lait et le miel coulent, que dès qu'on arrive en Occident, on a tout de suite une maison, une piscine, une voiture et un travail, et que c'est la réussite totale. On ne savait pas, parce qu'on ne voyageait pas. Bien sûr que, voilà, c'était pas ça mon rêve d'avoir une piscine et une voiture, et une maison en Occident. Je voulais écrire, mais j'ai dit encore la grande bêtise des systèmes totalitaires que j'ai connus dans l'Europe de l'Est, c'était de ne pas laisser les gens voyager et voir le monde et les difficultés qui existaient aussi en Occident et qui existent encore d'ailleurs. Se sentait déjà emprisonné dans son propre corps et laisser sa tête partir pour ne pas accabler ses idées, pour ne pas s'effondrer à ce moment-là et dire non, j'ai quand même une peur que c'est ma liberté d'expression. Même si c'est dans ma tête, même si c'est dans mes écrits, je l'ai et je la fais valoir. Donc c'est émouvant parce qu'on ne peut pas imaginer. Je vois des gens qui s'expriment, qui disent des choses, qui est déjà interdit. Ils disent waouh. Et c'était effectivement, vous savez déjà à l'époque, une tendance, c'est vrai, une plume magique qui pouvait dire beaucoup de choses et en plus toucher. C'est ça, l'émotion, c'était toujours présent, est toujours présent dans vos écrits, soit la poésie, les romans, les pièces de théâtre. Donc, on n'est pas uniquement concerné par l'histoire en elle-même ou par les personnages, aussi par les émotions, parce que les émotions, finalement, c'est nous-mêmes qui les exprimons et les sentons. Donc, oui, c'est de réimaginer. Donc, vous arrivez en France, vous avez déjà un bagage derrière, hein, parce que M. Wisniewski arrive avec déjà des œuvres, des pièces qui étaient interdites dans la Roumanie. Et c'est vrai que la France, si j'ai bien compris, c'était une terre fertile pour vous. Donc la graine a senti la terre, a reçu de l'eau, de la chaleur, de l'amour, et on a vu grandir à cet auteur qui a donné beaucoup et qui fait beaucoup, effectivement. Et comment est-ce qu'il commence sa vie? Parce qu'il y a toute une adaptation. J'ai compris que vous arrivez, c'est tout nouveau. Vous voyez la France, la découvrir, c'est magnifique, c'est un pays merveilleux, je l'aime beaucoup. Mais ça commence en réalité aussi, qu'on voit refléter sur les pièces. Oui, je me rappelle les premiers jours, j'étais un peu comme, voilà, sur des nuages. J'ai l'impression que Paris, c'était un musée. Dès que je suis arrivé à la gare de l'Est, mon premier désir a été d'aller à Montparnasse et boire un café dans un café, la Rotonde, où je savais qu'il y avait autrefois Sartre, Picasso, Modigliani, des artistes qui me faisaient fantasmer, qui se retrouvaient là-bas. Donc je voulais retrouver les fantômes des artistes que j'avais aimés. Et après, bien sûr que j'ai demandé l'asile politique. Après, j'ai eu une bourse pour commencer un doctorat, ce qui m'a beaucoup aidé parce que pendant 3 ans, j'ai pu écrire, étudier. J'ai écrit une thèse sur la résistance culturelle dans les pays de l'Europe de l'Est à l'époque communiste. Après, j'ai commencé à écrire, à collaborer en tant que journaliste pour la Radio France Internationale. Mais mon désir le plus fort, c'était de pouvoir commencer à écrire mes pièces directement en français. Donc j'ai eu besoin de 4 ans pour pouvoir, après, écrire mes premières pièces directement en français. J'ai traduit peu à peu mes pièces du roumain en français, aidé par des jeunes, par des amis comédiens. Mais la France m'a beaucoup aidé par son réseau extraordinaire de jeunes compagnies qui cherchaient justement des auteurs vivants. Par exemple, très vite, j'ai découvert le paysage théâtral français avec des compagnies qui montaient des auteurs vivants, des auteurs inconnus, et qui étaient même désireuses de passer des commandes. J'ai écrit pour la première fois des pièces commandées par des metteurs en scène et par des compagnies qui étaient intéressées par mon univers et par ma personne. À Paris, par exemple, j'ai débuté très vite, en 1992, dans un petit théâtre qui s'appelle Guichet Montparnasse. J'ai eu mes premières pièces jouées au Festival d'Avignon en 1992, donc il y a 25 ans. Et j'étais heureux de voir qu'en France, il y avait
ce grand nombre de compagnies et de jeunes compagnies indépendantes. En Roumanie, jamais personne ne m'avait demandé, en tant qu'auteur vivant, d'écrire une pièce pour un théâtre, parce que c'était plutôt les auteurs morts qui étaient appréciés, parce qu'ils étaient morts, ils ne pouvaient plus provoquer des problèmes et critiquer le pouvoir. Mais les auteurs vivants étaient tous suspects. Au contraire, en France, j'ai eu des aides à l'écriture, des aides à la création, et je pense toujours que la France est un modèle de création théâtrale et artistique parce qu'il a ce statut d'intermittent du spectacle. Beaucoup de compagnies pouvoir avoir des aides au niveau local, départemental, d'État pour faire des créations. Et c'était un peu le paradis pour moi. Ça a été la grande surprise de voir le grand nombre de compagnies indépendantes. Et c'est grâce à ces compagnies indépendantes que j'ai commencé peu à peu à être connu au milieu francophone. Donc, vous arrivez et commencez cette croissance, disons, commencer à la maturité de cet homme qui trouve la liberté. Maintenant, il est posé, maintenant, il écrit et maintenant, il va effectivement à partager par tous ses œuvres, sa pensée, sa manière de voir la politique, parce qu'il l'a vécu dans la peau, l'a senti dans la peau. C'est pas la même chose de dire oui, je vois que les gens souffrent, à dire moi, j'ai souffert ça. Donc c'est ça qu'on voit dans les pièces, déjà depuis tout jeune. Et maintenant, on sent bien sûr l'écrivain, l'auteur dramatique, on dit, est bien posé, bien. Donc, comment sentez-vous maintenant les défis? Maintenant, votre travail va dans un autre sens. Maintenant, donner ces idées, cette expérience. Et quel est aujourd'hui, les propos, les objectifs que vous pouvez avoir après toute cette réussite? Déjà, il y a beaucoup de travail derrière cette réussite. Et en effet, jamais un auteur dramatique, un écrivain ne peut dire « j'ai réussi ». On ne sait jamais. Je commence à avoir des satisfactions parce qu'avec l'âge, je découvre que certaines de mes pièces que j'ai écrites il y a 40 ans se jouent encore. J'étais très jeune quand j'ai commencé à écrire du théâtre, j'avais 17 ans, et certaines de mes pièces que j'ai écrites en Roumanie se jouent encore. Par exemple, ici à Almada, il y a 2 ans, il y a eu une création invitée pour le festival d'Almada qui venait de Roumanie. C'était une pièce qui s'appelle « Le spectateur condamné à mort ». C'est une pièce que j'ai écrite il y a 30 ans en Roumanie, en 1984. Je suis très heureux quand je vois que mes pièces arrivent à traverser le temps. L'épreuve du temps pour un texte dramatique, pour un livre, c'est très important. Lorsque une pièce traverse le temps, les décennies, c'est peut-être un signe que c'est une bonne pièce. Mais aussi, lorsqu'une pièce traverse la frontière des langues, si elle peut traverser la frontière entre la langue roumaine et la langue française, entre la langue roumaine et la langue portugaise, et que ça peut parler à un autre public, ailleurs, ça c'est encore une réussite. Troisièmement, une pièce commence à être importante quand elle traverse la frontière des générations. Par exemple, lorsque des jeunes aujourd'hui se retrouvent et montent mes pièces écrites il y a 30 ans ou 40 ans, je dis « Ah, ça c'est important ». Des pièces que j'ai écrites quand j'avais 20 ans intéressent aujourd'hui des jeunes qui ont 20 ans. Donc peut-être que j'ai capté quelque chose d'universel qui, voilà, traverse, voyage dans le temps. C'est là les signes d'une petite réussite. J'ai beaucoup travaillé aussi comme journaliste. Depuis 25 ans, je travaille comme journaliste à Radio France Internationale. Donc, je suis en contact avec la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est la misère du monde, en effet. C'est l'horreur, c'est la violence, c'est les guerres, c'est les crises, c'est parfois le déclin de la démocratie, c'est d'autres dictatures qui apparaissent. L'actualité, pour moi, c'est quelque chose de très dur à avaler, à comprendre, à expliquer. Parfois, c'est très décevant parce qu'on voit qu'il
il y a des pertes de civilisation parfois. On voit par exemple l'Union européenne qui est en crise avec le Brexit, avec les élections en France, avec l'euroscepticisme. L'actualité pour moi en tant que journaliste, c'est une matière terrible que je n'arrive pas à expliquer toujours en tant que journaliste, mais que parfois j'explique en tant qu'auteur dramatique. Et cette pièce, par exemple, Les migrants, c'est l'expression d'une réalité, d'un phénomène terrible qui va marquer l'Europe et qui va marquer l'hémisphère nord de la planète. C'est une réalité complexe, humaine, un drame qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et justement, moi, en tant que journaliste, parfois je me dis, c'est trop complexe. Il faut que l'écrivain qui est en moi puisse lui aussi expliquer quelque chose. Et c'est comme ça, en moi, il y a deux personnes. Le journaliste, côté gauche ou côté droite, je ne sais pas, et l'auteur dramatique ou l'écrivain. Alors, le journaliste, parfois, il est très pessimiste. Il se dit, c'est terrible, l'homme n'apprend jamais des erreurs du passé, la société humaine répète les mêmes erreurs, les atrocités arrivent encore et encore, l'homme n'a pas assez d'imagination, assez de force pour arrêter les guerres, la violence, les inégalités. Et l'écrivain, parfois, dit, arrête, l'homme est quelqu'un d'incroyable. C'est le mystère de l'univers, c'est le mystère de la vie. L'homme a de l'imagination, il peut être créateur de poésie, il est quelqu'un qui peut renaître, dépasser les crises. Il faut avoir confiance en l'homme. Voilà comment il communique à moi, le journaliste et l'auteur. Et parfois, comme je dis, l'écrivain s'inspire du métier de journaliste. Et c'est très bien comme ça. Si, j'allais justement, en vous écoutant, je me dis, mais comment on trouve cet équilibre dans ce monde qui pour vous a été en même temps une source d'inspiration, mais aussi un tromperisson et une passion blanche. Comment Mathieu Wissnek peut jouer d'un côté à l'autre. Voilà, la réponse me l'avait donnée avant que je donne la question. C'est vrai, parce que des fois, ça peut être déprimant, très déprimant. Donc, il faut avoir une source comme on dit en français, des foules, cette partie de dire, mais comment c'est possible, et autant des choses terribles qui passent, des atrocités, où ces ressources, Mathieu Wissnek, pour ne pas succomber, pour ne pas dire un jour, bon, maintenant, stop, j'arrête, c'est trop. C'est trop triste, cette histoire ne change pas. Non, je ne sais pas, aller dans une montagne et rester là tout content. Voilà. Et Oui, mais aussi je suis très confiant en la force de la littérature de nous aider à comprendre le monde. J'ai toujours cru que la littérature nous offre les réponses les plus intéressantes pour comprendre l'homme et les contradictions de l'être humain. Je dis aux jeunes, par exemple, si vous voulez comprendre la société, l'homme, ses contradictions, lisez. Lisez Camus, lisez Jules Verne, lisez, je ne sais pas, Balzac, lisez Camus, lisez Sartre, lisez Dostoïevski, lisez Beckett, Ionesco. C'est dans la grande littérature qu'on a les réponses les plus nuancées. Bien sûr, c'est nécessaire d'être informé, suivre l'actualité, comprendre le message des journalistes, mais la littérature, la poésie, le théâtre donnent des réponses tellement nuancées, tellement intéressantes. Parce que pour moi, la littérature, c'est une manière de forer à l'intérieur de l'âme humaine, à l'intérieur des contradictions de l'homme. Pour comprendre l'homme, la philosophie, ça ne suffit pas. La sociologie, ça ne suffit pas. La psychologie, ça ne suffit pas. L'histoire ou le travail de l'historien, ça ne suffit pas. Le travail du journaliste, ça ne suffit pas. C'est l'artiste qui va plus loin que tout le monde dans la compréhension de l'homme. Et quand je dis l'artiste, c'est le poète, l'auteur dramatique, mais aussi le musicien, la musique, la grande musique,
les artistes visuels, les vidéastes, les sculpteurs, les peintres. Pour moi, l'art, c'est vraiment le langage de la complexité de l'âme humaine. Celui qui ne va pas au théâtre jamais ou seulement une fois dans sa vie, une fois par an, il perd en effet la chance de connaître l'homme, de capter le vrai langage qui nous mène vers la compréhension de ce monument de complexité qui est l'homme, l'homme et encore l'homme. C'est pour ça que nous sommes en ce moment sur cette scène, dans ce théâtre d'Almada, parce que nous croyons que le théâtre a quelque chose à dire et qu'il a des choses qu'on peut comprendre seulement si on va au théâtre, nulle part ailleurs. Et comment vous vous sentez quand vous voyez effectivement aujourd'hui qu'il a passé le temps, qu'il y a des pièces qui traversent le temps, qu'il y a des gens, des sociétés qui sont touchées, parce qu'on touche une personne, on touche une famille, on touche la société en elle-même, par vos pièces, par vos façons de penser, parce qu'on se retrouve dans beaucoup de cas, dans beaucoup de moments, dans certains personnages qui sont des fois complexes, des fois grotesques, des fois ironiques, des fois rigolos, des fois très simples. Donc, comment vous sentez aujourd'hui voir effectivement que c'est tout ce travail qui a été fait derrière, qui aujourd'hui donne un fruit? Qu'est-ce qui expérimente vous Pour moi, c'est déjà le bonheur de voir qu'il y a un langage universel, le langage de théâtre. J'ai vu mes pièces dans des pays, en Russie, au Japon, en Iran, au Brésil, je ne sais pas, presque dans tous les pays de l'Europe, au Maroc, en Tunisie. Et partout, j'ai rencontré, si vous voulez, des frères. Très vite, je me suis rendu compte que les metteurs en scène de ces pays, les comédiens de ces pays, c'était très proche de moi. On pensait de la même manière, on aimait les mêmes choses, on avait les mêmes messages à délivrer, on formait une famille. Il y a une internationale des gens du théâtre. Et ça, c'est très important. Le théâtre, c'est un langage universel. Et c'est pour ça que je suis si heureux de voir que ça circule, les pièces, les idées, les mises en scène, le désir de créer un dialogue par le théâtre. Le théâtre est un espace de socialisation extraordinaire. Et dans ce monde un peu globalisé, où il y a trop de techniques, trop de petits appareils, trop de gadgets technologiques, trop d'écrans entre nous, le théâtre, c'est un dialogue sans écran. Il n'y a pas de téléphone portable entre nous. C'est des comédiens vivants sur une scène devant des spectateurs vivants et l'émotion passe, le dialogue passe. Ça, on ne peut pas remplacer ça avec nulle autre discipline ou activité culturelle humaine. Et ça, pour moi, c'est une grande passion. Le triomphe du théâtre et son rôle sont vraiment la plus grande réussite de ma vie, d'avoir vu certaines de mes pièces dans beaucoup de langues. Ça, c'est déjà extraordinaire. Au Portugal, j'ai vu plusieurs de mes pièces montées, à Coimbra par exemple, une autre pièce. Ici à Almada, au Théâtre Extrême, il y a une dizaine d'années, j'ai une autre pièce montée, Petit boulot pour vieux clown. Plusieurs de mes pièces sont traduites en portugais brésilien. Je fais des voyages chaque fois que j'étais appelé par des gens parce que, comme je vous dis, je sens que c'est ma famille et je sens que c'est important. Donc, de tous vos personnages, parce que vous savez beaucoup, même dans les pièces où l'évolution est forte, ces moments qui arrivent, le crescendo arrive, tout éclate, il y a la tendresse, il y a l'humanisme. Il y a effectivement, on trouve cet auteur, on trouve Mathieu Wisner qui reflète cet espoir en l'être humain, en disant nous n'avons pas tout perdu, il y a encore à faire. Donc, je sens dans vous, même si vous avez un certain âge, je sens que dans votre cœur et dans votre âme, vous êtes encore beaucoup plus
expérimenté, disons, parce que vous le montrez par vos paroles. Qui vous a donné toute cette expérience, cette sensibilité humaine que vous... On dirait que vous avez 120 ans, je ne sais pas, 180 ans. C'est impressionnant. Le temps passe vite, vous savez, et on ne se rend pas compte lorsqu'on commence à être âgé. Quand j'avais commencé à écrire du théâtre à 17 ans, je ne m'imaginais pas à 60 ans, 61 ans, encore désireux d'y découvrir des auteurs de spectacles. Et je suis presque un débutant toujours. Je débute chaque année avec d'autres pièces, avec des pièces nouvelles. Depuis 25 ans, je suis présent au Festival d'Avignon chaque année parce que je découvre d'autres spectacles, j'ai mes propres pièces montées là-bas, je distribue des tracts parfois avec les compagnies qui montent mes pièces. Ça me tient assez jeune en effet, ça me donne un peu d'énergie. Et aussi l'expérience de vie, c'est vraiment important de sentir qu'on n'a pas vécu pour rien. J'ai accumulé peut-être une cinquantaine de pièces que j'ai écrites et chaque fois j'essaie d'écrire d'une manière différente et d'aborder un sujet différent. Parce que je déteste de me répéter et je déteste le maniérisme. Je n'ai jamais écrit pour la grande industrie du divertissement. Je déteste ça. Je n'ai jamais écrit du théâtre du boulevard. J'écris toujours des pièces pour le théâtre d'art, pour les débats, pour les provocations. J'écris, parfois des pièces un peu difficiles, mais où il y a toujours un côté espoir, même lorsque c'est des tragédies, mais c'est toujours des tragicomédies. Chaque fois que j'ai un succès, je me dis, il faut l'oublier tout de suite et se remettre au travail. Chaque fois que j'ai un insuccès, parce que ça arrive aussi, je me dis pareil, il faut l'oublier tout de suite et se remettre au travail. J'écris un peu chaque jour parce que sinon on ne peut pas avancer, parce que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup en tant que journaliste. Pour moi, si j'arrive à écrire 1 heure et assurer la continuité de mes idées, c'est que la journée est gagnée. Voilà comment je vis avec l'angoisse de rater ma journée parce que je n'ai pas parfois 1 heure pour moi pour écrire, parce que je voyage, parce que j'ai d'autres obligations. Et puis, à la fois, je suis content d'être à 61 ans encore, comment dirais-je, fragile. Parce que je ne sais pas si j'ai vraiment réussi. Parce que je ne sais pas si vraiment mes nouvelles pièces vont circuler, vont attirer les metteurs en scène. Parce que il ne faut jamais dire « Ah, j'ai gagné le Grand Prix ». Je n'ai gagné jamais un Grand Prix, sauf l'amour des metteurs en scène qui montent mes pièces, l'amour des traducteurs qui travaillent parce qu'ils aiment mes pièces, ou les gens, comme ça a été ici le cas lors de la première de ma pièce Migrant, que j'ai vue dans cette salle de 250 places, les gens debout qui étaient émus après la représentation de ma pièce Migrant, montée par Francisco Rodrigo avec une équipe extraordinaire. Ça, c'est des moments d'une grande beauté qui me disent la confirmation que je n'ai pas vécu pour rien. Et je vais continuer à vivre de la même manière. Espérons que si. On souhaite en tout cas que si. Et bon, on arrive à la fin. Le temps passe très vite. C'est vrai que c'est très agréable entendre. Je vous invite à découvrir encore plus. Il y a beaucoup de pièces très intéressantes. Il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et aussi à venir voir les pièces de M. Mathieu Wisnik, là où ils sont. Découvrir comment un totalitarisme peut donner des fruits aussi géniaux et aussi beaux. Merci beaucoup, M. Wisnik. C'était un plaisir, c'était un honneur. Et à la prochaine. Merci à vous aussi.